En effet, le dôme de fer israélien a en partie fonctionné, mais le ciel, notamment saturé par des drones israéliens Shahed, Beligh Nabli, a, semble-t-il, été défaillant, ou en tout cas des missiles ont pu arriver sur le sol israélien. Juste sur ce qu'il s'est déroulé cette nuit, le sentiment, et vous nous en parliez Rina, d'angoisse aussi de la population israélienne. On est parti sur un temps très long, avec des déclarations aussi de responsables israéliens il y a seulement quelques minutes, quelques heures. Oui, le sentiment d'angoisse, on peut l'imaginer. Humainement, c'est tout à fait naturel. Ensuite, malgré tout, on ne peut pas parler d'une mobilisation contre l'initiative de Benjamin Netanyahou, du point de vue politique et du point de vue de la société civile israélienne. Et surtout, eu égard au brouhaha autour de cette séquence assez claire, en réalité, permettez-moi d'en revenir aux faits et à leur qualification de droit international. Ce n'est pas une riposte contre riposte. Historiquement, ce qui va rester, c'est quand même un acte d'agression d'Israël contre un État souverain, l'Iran. Et donc l'Iran, actuellement, exerce son droit à la légitime défense, avec quand même un problème. Leurs missiles, alors je ne sais pas si ils ne sont pas assez précis parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'être, mais dès lors qu'ils tombent sur des bâtiments civils, effectivement, il y a un problème qui est susceptible de relever de ce qu'on appelle un crime de guerre. Donc, de ce point de vue-là aussi, même lorsque vous exercez votre droit à la légitime défense, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, y compris attaquer des populations civiles ou des bâtiments civils. Ce qui est en train d'être fait ces dernières heures. C'est pour ça que je souligne également cet aspect. Même lorsque vous défendez, vous devez mener votre riposte de manière proportionnelle. Mais il n'empêche, factuellement et historiquement, il faut rappeler quelque chose, et je me permets de le faire parce que, y compris du point de vue de la réaction diplomatique, alors américaine, mais ça va de soi. Et on y reviendra d'ailleurs. Mais y compris du point de vue de la présidence de la République, les experts soulignent une rupture dans notre langage diplomatique qui s'est structuré depuis le général de Gaulle autour d'une référence clé qui est le droit international, et notamment le rejet de ce qu'on appelle la guerre préventive, c'est-à-dire s'octroyer le droit d'attaquer dès lors qu'on considère qu'il y a une menace contre notre territoire. Le problème, c'est que c'est très subjectif et surtout, ça se traduit factuellement par une agression. Donc un crime international. Après, c'est ce qu'a annoncé aussi Rina Bassi, je vous vois réagir. Le président de la République, vous évoquiez Emmanuel Macron, qui a pris la parole hier et qui dit « Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran a la bombe nucléaire ». Voilà les propos du président français, justifiant en quelque sorte aussi l'attaque israélienne et ce qu'il s'est produit il y a 48 heures. Oui, moi je suis en aucune manière un porte-parole du gouvernement israélien, mais il y a quelque chose qui n'est absolument pas subjectif. Et ça, c'est l'agence d'énergie atomique qui a dit de façon extrêmement claire, je crois la façon la plus claire qu'ils ne se sont jamais exprimés, que l'Iran est dans la non-compliance, que l'Iran, de façon absolument consciente, absolument planifiée, documentée également, est en train de marcher vers les capacités nucléaires militaires, pas civiles. Ça, c'était constaté de façon objective, pas subjective. Donc, on peut débattre, est-ce qu'Israël avait le droit ou non? Mais là, cet élément de la défense d'Israël d'une attaque préventive, ça vient en fait de cette fait-là que l'agence d'énergie atomique a constaté que l'Iran ne cherche pas un programme nucléaire civil, que l'Iran cherche à détruire Israël à travers son programme nucléaire militaire. Et on verra, mais plusieurs sites, on le sait, là aussi c'est documenté, ont été visés, plusieurs sites nucléaires, avec ces frappes israéliennes. Maya, vous voyez réagir quant à la volonté, le souhait israélien d'être intervenu il y a quelques heures désormais? Oui, en effet, parce qu'on parle beaucoup de guerre préventive. Il y a un autre concept aussi dans le droit international qui s'appelle la guerre préemptive, en fait. C'est quand il y a un danger imminent, un État qui juge que ce danger vise à le détruire, ou bien qu'il y a une attaque vraiment imminente contre son territoire et son peuple, a le droit d'effectuer une action militaire en attendant que la communauté internationale ou bien l'ONU puisse prendre des mesures contre ce danger-là. Et donc il y a une différence entre guerre préventive et guerre préemptive. Alors la guerre préemptive, c'est un concept qui a été introduit en 2002 à la veille de la guerre en Irak. Bon, ce n'est pas parce que la guerre en Irak elle est critiquable que ce concept-là n'existe
n'existe pas, la guerre préemptive. Il a été validé en droit international, ce concept? Ce concept, oui. Ah bon? La guerre préemptive. Il y a eu un mandat du Conseil de sécurité autorisant l'intervention américaine en Irak en 2003. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il y a une nuance entre guerre préventive et guerre préemptive. Alors, pour aller plus loin aussi, concernant l'Iran, en fait, vous parlez d'une agression sur le territoire iranien. Le Moyen-Orient, pour y avoir vécu, grandi, je suis né là-bas. Depuis que je suis né, je vois que c'est l'Iran plutôt qui déstabilise tous les pays de la région. Parce que le fait qu'il y ait des bases militaires pour les gardiens de la révolution pendant plus de 10 ans, plus d'une décennie en Syrie, est-ce que c'était accepté par le droit international? Est-ce que ce qui s'est passé en Irak... Ça a été souvent pointé du doigt, mais on reviendra aussi sur l'obsession de Benyamin Netanyahou contre l'Iran. Là aussi, c'est documenté. C'est l'Iran qui a une obsession, en fait, d'exporter sa révolution. C'est une idéologie. On parle d'une idéologie qui a tué... Je ne parle pas d'Israël aujourd'hui, qui a tué des journalistes, qui a tué des intellectuels. Tous les opposants au régime des mollahs ont été réprimés en Iran, ont été tués dans des pays comme la Syrie, comme le Liban. Le Moyen-Orient est en feu et à sang depuis 1979. Effectivement. Et donc, il y a un véritable problème. Et on en parle fixé à l'Iran. Certains parlent d'une obsession de Benyamin Netanyahou contre le régime des mollahs. Écoutez-le, c'était en septembre 2012 à la tribune de l'ONU. Le temps presse. Il est tard. Très tard. J'en parle maintenant car le calendrier nucléaire iranien n'attend pas. J'en parle maintenant car il s'agit de la survie de mon pays. En parler n'est pas seulement un droit, c'est mon devoir de le faire. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir de mon pays. L'avenir du monde est en jeu. Et rien ne peut mettre davantage en péril notre avenir qu'un Iran doté d'armes nucléaires. La menace existentielle qui pèse sur Israël, voilà ce qu'il a toujours dit, Benyamin Netanyahou, n'est ni palestinienne ni arabe, elle est iranienne. On en continue d'en parler ensemble, juste ces images qui nous parviennent en direct. On est très près de Tel Aviv, pardonnez-moi, au sud de Tel Aviv, Rishon-les-Zions, et ces images de dégâts suite donc à ces frappes iraniennes en réponse à ce qu'a mené Israël dans la nuit de jeudi et vendredi et cette nuit encore. Beligh Nabli, sur la stratégie de Benyamin Netanyahou, sur ce qu'il a décidé finalement à frapper. On parlera de cette préparation, long mois de préparation. Et cette archive, ces mots aussi qui résonnent peut-être autrement en ce samedi matin. Oui, elles permettent de mettre en perspective historique les événements du jour et de ces derniers jours. Il y a cette obsession iranienne, alors qui peut être étayée, parce que vous avez un discours également historiquement de l'Iran qui est très agressif vis-à-vis d'Israël. Et donc il est possible de faire la démonstration, sur la base des discours tenus par les dirigeants iraniens, d'une volonté de menacer l'existence d'Israël. De cette menace existentielle, donc. Donc il y a cette assise-là. Le problème, c'est que, en même temps, si on s'en tient au schéma qu'il avait dans les mains, ça s'est avéré faux, du point de vue de la menace imminente. En tout cas, ces chiffres d'enrichissement, en effet, il pointait 70% il y a... plus de 13 ans, si je ne me trompe pas. Selon la IEA, on est à 60%. Mais les experts disent qu'il y a cette volonté, qu'elle est là, elle est bien présente aujourd'hui. Que deuxièmement, Benyamin Netanyahou est lui-même qualifié par ses propres alliés stratégiques en off ou une fois qu'ils ont quitté leur fonction comme un menteur compulsif. Je renvoie aux déclarations connues maintenant de la part de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, plus pro-israélien parmi les présidents français, il n'y a pas. Et pourtant, il avait vraiment une relation très compliquée avec Benyamin Netanyahou, dans la mesure où sa parole n'était pas du tout crédible. Et enfin, il y a également, et je reviens à ce trouble quand même par rapport à la guerre préventive que vient de lancer Israël, et qui est assumée notamment par le président de la République, et la manière dont ça pose problème du point de vue du droit international, y compris par rapport à nos positions, par rapport à d'autres conflits concomitants. Aujourd'hui, Israël revendique la menace iranienne, qui serait imminente. Le problème, c'est que moi j'ai à l'esprit également le discours de Vladimir Poutine pour justifier sa guerre préventive
contre l'Ukraine. Alors lui était allé jusqu'à parler de régime nazi, bon, c'était délirant bien sûr, mais il avait à l'esprit, on le sait tous, que stratégiquement ce qu'il percevait comme une menace, c'était l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, vous voyez bien que si on entre dans ce jeu, dans ce type de raisonnement, c'est la guerre permanente possible et reconnue au plus puissant, en fait. Et c'est la loi du plus fort qui serait établie à la place de quoi? La loi internationale, le droit international. Après, il y a ces appels à la retenue, quand même, qu'il faut retenir de la part, notamment, des chancelleries européennes, par la voix d'Emmanuel Macron, sans condamner, mais effectivement, en disant il faut que cela cesse. Que ça sonne vraiment très bizarre, excusez-moi. Encore une fois, on parle de Benyamin Netanyahou. Alors, je le rappelle, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce n'est pas n'importe quel chef de gouvernement. Donc, comme c'est systématiquement neutralisé, qu'on normalise ce qui n'est pas normal du point de vue du droit international. Il n'y a pas de méchant par nature ou de gentil par nature. On est sur la scène internationale, et le général pourra vous le confirmer. Il y a plutôt que des méchants, je dirais. Ouais, mais il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur a priori. Je veux dire simplement en l'occurrence, on normalise ce qui n'est pas normal, ce qui est illégal. Et à force d'euphémiser ce type de situation, nous normalisons également le comportement illégal, voire immoral, de nos propres adversaires stratégiques. D'où certainement des réactions internationales. Je sais, Beleg Nabli, quand on voit ces images, encore une fois, qui nous parviennent en direct, on voyait il y a quelques minutes aussi des drapeaux israéliens qui ont été positionnés. On se dit, oui, trois morts, encore une fois à 7 heures, bilan provisoire. Mais les destructions dans ce village ou cette banlieue de Tel Aviv au sud sont massives quand même. Oui, surtout si c'est ciblé, si les bâtiments civils en question et les résidences civiles en question ont été ciblés, ça relèverait de crimes de guerre. Après, la notion de civilisation de l'abri ou des abris, ça me dépasse un peu. Je pense aux habitants de Dresde ou de Londres durant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient dans des abris, dans les caves en question. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Donc je ne pense pas que ça soit une question de civilisation. Par contre, effectivement, la comparaison ne tient pas. Après, c'est peut-être les expressions aussi ne tiennent pas. De la fabrication, je ne sais pas ce que ça veut dire. De la fabrication, la culture de l'abri. Culture de l'abri. Si je vous laisse avec vos expressions, moi, ça me dépasse. En tous les cas, tant mieux. La conclusion, c'est tant mieux s'il y a peu de morts civiles. Oui, et on a eu d'ailleurs des témoins en direct sur notre antenne qui étaient dans leur abri, on les a vus dans nos reportages. Effectivement, alors malheureusement, vous avez à quelques kilomètres des Palestiniens de Gaza qui, eux, n'ont pas les moyens d'avoir des abris face aux bombardements quotidiens israéliens. On est à plus de 50 000 morts, et pour le coup, ils sont manifestement ciblés, et c'est constitutif... Parce que les tunnels sont destinés au Hamas. Juste si on se concentre sur ces images et ce qui est en train de se passer. Les images en question, en question me rappellent ce qui se passe à quelques kilomètres depuis 18 mois, à savoir des bombardements de bâtiments civils avec des dizaines de milliers de morts civils. Et on en est sans doute parti, on en parlera et on l'évoquera avec vous, Didier Igiani.